Voilà, donc ce matin, on a eu deux belles réflexions qui nous ont engagés dans notre rapport au futur. Euh, voilà, en montrant effectivement qu'il y avait, bon, d'une part, plusieurs conceptions du futur, plusieurs conceptions d'anticipation. Et cet après-midi, on va approfondir quelque chose qui a été, pour reprendre un terme de Georges-Amar, caressé ce matin, hein, qui est la question du temps. Voilà, où on va vraiment cet après-midi, avec l'intervention de Bernadette Bensaud de Vincent, puis celle d'Étienne Klein ensuite, vraiment traiter cette question voilà, du temps. Qu'est-ce que l'on entend par le temps, et notamment dans un cadre où il s'agit d'anticiper un futur, le futur. Voilà. Donc je laisse la parole à Bernadette Bensaud de Vincent et je la remercie vraiment d'être présente. Je voudrais reprendre deux questions qui figurent dans le programme qui nous a été diffusé. De quoi relève la volonté d'anticiper le futur et nous livre-t-elle une connaissance du futur? Et ce que je propose, c'est une approche historienne de cette question parce que la volonté d'anticiper le futur relève d'une conception bien déterminée du temps qui est elle-même une construction historique. Et donc, il faut s'interroger sur cette construction et ce sera même une approche méta-historique dans la mesure où il s'agit de questionner la notion de temps qui conditionne la pratique et l'écriture même de l'histoire. Voilà. Donc je présenterai dans un premier temps une petite archéologie du temps linéaire et universel. Dans un deuxième temps, une petite archéologie, si je peux dire, du temps vectorisé, c'est-à-dire du futur et son rapport au passé et au présent. Et enfin, j'essaierai d'approfondir quelle est la figure du temps qui sous-tend les technologies contemporaines et qui préside un petit peu. Je ne parlerai pas de paradigme parce que ce concept est peut-être un peu trop figé, mais il va de soi qu'il y a une figure du temps qui est en train de qu'il nous faut élaborer et qu'il nous faut tenter d'expliciter. Voilà. Donc l'idée est vraiment, et j'espère que c'est ça que vous retiendrez, c'est qu'il s'agit désormais de questionner ce que l'on tient pour acquis quand on parle de prospective et d'anticipation, c'est-à-dire qu'il y a un temps qui est donné et qu'il s'agit de se déplacer entre le passé, le présent et le futur. Eh bien, je pense que c'est cette notion-là même qu'il s'agit de remettre en question, de questionner en tout cas. Cette conception du temps est non seulement strictement occidentale, mais elle est une construction assez récente et une construction historique qu'il est peut-être temps de remettre en question. Voilà. Donc, petite archéologie du temps linéaire et universel. Je reprends ici à grands traits la thèse de Jacques Le Goff, l'historien du Moyen-Âge, si vous vous rappelez bien, dans un travail sur le temps de l'Église et le temps marchand, il montrait quelle était la conception du temps, et c'est un des grands mérites d'ailleurs de l'école des Annales, que de s'être interrogé sur la conception même du temps. Et le temps au Moyen-Âge, au moins jusqu'au XIIe siècle, jusqu'au temps des marchands, c'était le temps de l'Église, et c'est un temps rural, c'est un temps cyclique, c'est le temps de travail du paysan qui est réglé sur le lever et le coucher du soleil et sur les saisons. C'est un temps qui est fait d'une succession d'événements plus ou moins prévisibles. C'est un temps cyclique, l'éternelle répétition des jours et des saisons, constituant le déroulement du temps lui-même et le temps dans lequel on s'inscrit.
La deuxième étape, c'est, si je peux dire, le calendrier grégorien, 1582, qui a été instauré contre le calendrier julien pour coordonner les fêtes religieuses. Et ça constitue un pas important dans l'abstraction, car le calendrier se détache des variations locales des cycles naturels et en même temps, il constitue le temps comme un cadre externe à remplir par des gestes ou des rituels. Donc, c'est un temps qui va servir de cadre dans lequel se situeront les événements, au lieu qu'auparavant, c'était plutôt les événements qui constituaient le temps. Et là, il y a un déplacement qui s'est opéré qui est très, très important et qu'on oublie quelquefois. Le troisième temps, vous le connaissez, c'est le temps de l'horloge fichée sur le clocher des églises et qui va de pair avec l'urbanisation, quand le marchand devient une force sociale prédominante et avec l'essor urbain, un nouveau temps se superpose au temps de l'Église, c'est le temps mesurable, orienté, prévisible, qui se matérialise par l'horloge. Et ce qui est important, c'est que ce dispositif technique qu'est l'horloge fait que le battement de l'horloge mesure des intervalles de temps uniformes, indépendamment des variations qualitatives ou environnementales du temps vécu, du temps de chacun. Les événements sont donc mesurés par un temps laïque de l'horloge, au lieu de marquer le temps, comme je le disais tout à l'heure. Étape suivante, physique newtonienne. Vous voyez qu'on se rapproche de notre temps petit à petit. Physique newtonienne qui construit un temps linéaire et absolu, où les événements s'enchaînent selon une stricte relation de dépendance causale. C'est un temps qui peut être divisé en unités discrètes, qui est bien distincte de la durée au sens de Bergson, par exemple. Et cet outil mathématique est en plus un temps absolu qui sert de cadre de référence immuable pour situer tous les temps, depuis le temps de notre vie individuelle, de notre naissance et de notre mort, jusqu'au temps des époques prémodernes, modernes, postmodernes, blablabla, jusqu'au temps géologique des grandes ères, Holocène, etc., et même au temps de la cosmologie. Donc, voyez la puissance de ce cadre du temps, et j'insiste là-dessus. La puissance de la construction du temps universel et absolu qui nous donne la maîtrise de tous les événements et qui permet de situer l'histoire humaine dans la continuité de l'histoire de la Terre et en regard de l'histoire de la Terre. Donc c'est cette construction très très puissante qui est un outil de maîtrise de la nature, un outil de maîtrise absolument irremplaçable, mais qui, vous allez le voir, du point de vue technique, pose, me semble-t-il, des problèmes. Autant pour la science, il est redoutablement puissant, autant peut-être pour la technique, il n'est pas aussi pertinent. L'étape suivante, c'est la construction au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, du temps universel, c'est-à-dire qui coordonne tous les espaces de la planète Terre en les alignant sur le méridien de Greenwich et qui permet, à partir de là, de synchroniser toutes les horloges où que l'on se situe sur la Terre. Et vous connaissez très bien cet épisode, les chemins de fer, mais aussi l'avènement du capitalisme industriel qui requiert qu'on puisse évaluer le temps de travail
qui détermine le prix des marchandises et qui détermine aussi le salaire de l'ouvrier, quelle que soit la tâche effectuée. C'est-à-dire que ce temps-là est un cadre complètement abstrait de ce qui se déroule dedans et qui sert de cadre et en même temps de source de valeur, puisque time is money, comme vous le savez, et qui, en tout cas, sert à régler la vie sociale comme la vie marchande. Enfin, au XXe siècle, la construction du système international des poids et mesures fait qu'on a redéfini les unités de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que la redéfinition de la seconde, qui est l'unité internationale de temps, va toujours dans le sens d'une abstraction croissante. Abstraction croissante, c'est-à-dire que la seconde a d'abord été, à la fin du XIXe siècle, définie comme une fraction du jour solaire moyen. C'est déjà une construction mathématique, puisqu'on prend le jour solaire moyen et il n'existe aucun jour solaire moyen. Donc c'était déjà une construction. Donc fraction du jour solaire moyen, puis ça a été la fraction de l'année tropicale, et enfin, depuis 1967, comme vous le savez, la seconde est définie non pas par rapport à une durée liée à l'astronomie, à la rotation de la Terre, mais la seconde est définie par rapport à la transition entre des niveaux énergétiques de l'atome de césium. Là encore, c'est une construction mathématique. Je veux dire que c'est l'atome de césium standard en général qui a été défini à partir de n atomes de césium, et le temps de transition énergétique a aussi été défini comme une moyenne. Donc cette construction du cadre temporel qui est le nôtre, le temps linéaire et universel, est une construction historique qui, comme vous le voyez, engraine et révèle une profonde alliance entre des démarches qui sont des démarches économiques. C'est très très lié à l'avènement du capitalisme et du capitalisme marchand, puis industriel, et des démarches scientifiques. Et on parlait ce matin de la non-neutralité de la science. Vous en avez ici un bel exemple. La construction de la notion de temps montre cette alliance étroite entre la construction scientifique, la construction du capitalisme et le colonialisme, puisque la construction du temps universel est très liée au colonialisme aussi. Donc, on voit que cette construction d'un temps linéaire et universel qui est un cadre abstrait, en tout cas, qui est indifférent aux choses et aux événements qui l'occupent, et que c'est une construction mathématique qui est profondément ancrée dans l'évolution de la société occidentale. J'insiste sur sa dimension strictement occidentale, car même si ce temps-là est universel, s'il est adopté aujourd'hui par tous les pays, c'est un acte de colonisation, d'une certaine manière, ce temps universel. Deuxièmement, petite archéologie du futur, c'est-à-dire du temps vectorisé. Car la culture occidentale a en plus orienté ce temps linéaire et inventé la flèche du temps. Ici encore, la manière d'articuler le passé, le présent et le futur est une construction historique qui est tout aussi relative que la notion d'un temps linéaire. Et cette construction historique n'est pas stable, elle est en évolution. Je m'appuierai, parce que je trouve que c'est un concept très heuristique, sur le concept de régime d'historicité forgé par l'historien François Hartog, et dans un ouvrage paru en 2004 et réédité en 2013, je crois, ou 2012, je ne sais pas, qui s'appelle Régime d'historicité, justement, il s'efforce de caractériser justement cette notion de temps qui est sous-jacente, qui est l'impensé d'une époque,
l'impensé d'une culture et qui sert de cadre qu'on ne remet jamais en question parce qu'on le vit, on vit dedans, et qui détermine néanmoins notre expérience du temps. Et il définit un régime d'historicité comme une certaine façon d'engrainer passé, présent et futur, ou de composer un mixte des trois catégories, justement comme on parlait dans la théorie politique grecque, François Hartog est un historien de la démocratie grecque, de constitution mixte, mêlant aristocratie, oligarchie, démocratie, un des trois composants étant de fait dominant. Donc, ce qui caractérise le régime d'historicité, c'est la priorité accordée à l'un des trois termes, passé, présent ou futur. Et on peut, et c'est le cas de beaucoup d'historiens aujourd'hui, notamment Koselleck en Allemagne, de montrer qu'il y a des conceptions des régimes d'historicité différents. Le régime d'historicité grec, c'était l'historia magisteria qui valorisait le passé. Et puis ensuite, on a au contraire valorisé le futur. Et l'hypothèse, la thèse que soutient François Hartog, c'est que la modernité se caractérisait justement par la valorisation du futur, c'est-à-dire par le futur éclairer le passé et le présent, donnait un sens à l'action. Et cette notion du futur éclairant le passé et le présent a en même temps servi de base et de soubassement à l'avènement de l'histoire, à la naissance de l'histoire comme discipline qui donne un sens au temps parce que tout tend vers le futur. Et le futur éclaire le présent et éclaire aussi le passé. Donc c'est le temps de la promesse, de l'avenir radieux, c'est le temps de la grande époque, on évoquait Jules Verne ce matin, etc. C'est typiquement cette caractérisation. Et François Hartog choisissait comme date iconique, date symbolique, 1789 comme la date de la Révolution française. Ça ne veut pas dire que c'est en 1789 que le futurisme s'est installé, mais c'est pour donner une idée un petit peu de la période où ce régime d'historicité a prévalu. Et il voit l'avènement d'un autre régime d'historicité dans lequel nous sommes plongés, qu'il marque en 1989, la chute du mur de Berlin, l'effondrement du communisme. C'est une date symbolique, hein. Mais l'idée, c'est que désormais, au contraire, on est dans le présentisme. C'est-à-dire que ce qui est valorisé, c'est le présent et non pas le futur. Et que tout tourne autour du présent. Et il en donne pour symptôme le fait qu'on valorise moins l'histoire aujourd'hui et plus la mémoire, qui abolit justement la distance entre le passé et le présent. Le culte des commémorations, qui a remplacé la mise à distance historique, ou le culte des... Comment on appelle ça quand on... de reconstitution. Vous savez, quand on reconstitue le Moyen-Âge, on reconstitue les batailles de Napoléon, voilà, les reenactments. Voilà. Et donc, voilà, on rend le passé présent, mais on perd la distance qui donnait sens à l'histoire. Donc ça, c'est le XXe siècle, celui qui a le plus invoqué le futur, le plus construit et massacré en son nom, qui a poussé le plus loin la construction d'une histoire écrite du point de vue du futur, conforme au postulat du régime moderne d'historicité. Mais il est aussi celui qui, surtout dans son dernier tiers, voici le nouveau régime, a donné l'extension la plus grande à la catégorie du présent, un présent massif, envahissant, omniprésent, qui n'a d'autre horizon que lui-même, fabriquant quotidiennement le passé et le futur dont il a jour après jour besoin. Donc, j'ai insisté là-dessus parce que cela rend problématique cette notion d'anticipation que nous voyons et sur laquelle vous avez planché toute l'année, car l'anticipation, c'est très nettement une orientation vers le futur. Comment
expliquer que si on est effectivement dans un régime présentiste, eh bien, toutes les technologies contemporaines valorisent le futur. Et auparavant, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Et quel futur on valorise? C'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment une valorisation du futur? Et là encore, je crois qu'il faut relativiser et avoir bien conscience qu'il y a futur et futur. On l'a vu déjà ce matin avec votre intervention. Et là encore, je fais appel aux historiens. Je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage de Barbara Adam, qui est une anthropologue britannique qui est venue à étudier le problème du futur parce qu'elle a été chargée d'une mission au Royaume-Uni sur l'industrie nucléaire. Et bien entendu, c'est donc une technologie contemporaine qui l'a amenée à réfléchir sur la mémoire et le futur, et parce que je pense que c'est important de comprendre cela. Et dans un ouvrage célèbre, Future Matters, elle inventorie les conceptions du futur qui se sont déroulées. La première, bien entendu, celle de l'Antiquité, c'est le future told. Ce matin, on parlait de dire le futur, et c'est très, très important de raconter le futur. Eh bien, c'est le futur du destin, raconté par les tragédies grecques notamment, mis en scène dans les tragédies grecques et raconté. Et l'importance de le dire, c'est ça qui lui donne sens et qui en donne la maîtrise. Mais le futur est aux mains des dieux. Et c'est très, très... rappelez-vous Oedipe, qui accomplira ce que les destins avaient dit malgré toutes les précautions qu'avait prises sa famille. Le future tamed, c'est le futur dompté, bien qu'il soit toujours aux mains des dieux, grâce à des dispositifs qui sont des dispositifs sociaux, religieux, les aruspices, les horoscopes, l'astrologie, mi-religieux, mi-scientifique. Et c'est une façon de domestiquer le futur et d'une certaine manière, c'est une technique d'anticipation. Bien que le futur soit aux mains des dieux. La troisième, c'est le future traded. Et là, c'est changement de propriétaire, si je peux dire. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le futur est aux mains des hommes et le futur devient une ressource économique à travers le commerce des indulgences par le pape, notamment, et à travers les prêts bancaires. N'oubliez pas qu'autrefois, les prêts bancaires étaient interdits. Ils étaient laissés aux Juifs, mais justement, ils n'étaient pas accès. Or, le futur, comme ressource économique, devient prédominant dans l'Occident chrétien. Vers la fin du Moyen-Âge. Et ce futur est un futur aussi qui est un lieu potentiel de faire du profit, de faire des actions bénéfiques. Il est calculé en termes de probabilité, donc c'est un objet de probabilité. Et ce futur qui est entre les mains des compagnies d'assurance aussi plus tard, et un futur qui est donc entièrement maîtrisé par le calcul. Futur n'est plus un don de Dieu, il est désacralisé, il est passé d'entre les mains des hommes dans un double mouvement donc de maîtrise. Donc vous voyez qu'il y a un processus d'abstraction qui dépouille le futur d'intention et de finalité pour ne laisser subsister que ce cadre vide que j'ai caractérisé tout à l'heure, qu'on peut remplir comme on le veut, qu'on peut coloniser aussi comme on le veut. Le futur est vidé. Il est vidé d'intention. Et la quatrième figure du futur qu'elle identifie, c'est le futur transformé, celui qu'on a évoqué ce matin, c'est-à-dire transformé par le culte de la vitesse au XXe siècle, l'accélération et
c'est le futur dans lequel on court toujours, hein. On se déplace, vers lequel on se déplace pour le remplir. Enfin, la dernière figure qu'elle identifie, c'est le futur traversé, c'est-à-dire le futur qui est investi, colonisé, pollué par les technologies comme le nucléaire, qui laisse des déchets pour des générations futures, et etc., ou les perturbateurs endocriniens qui s'inscrivent dans la continuité des générations, qui diminue la fertilité, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est une analyse des conceptions du temps, des régimes d'historicité, si je veux dire, qui montre la relativité et l'historicité profonde de nos conceptions du temps et du futur, et qui invite, me semble-t-il, à approfondir la connaissance du régime actuel d'historicité, lié très très fortement aux technologies actuelles, que ce soit des technologies médicales, biomédicales, ou des technologies comme le nucléaire et les nanotechnologies, par exemple. Donc, quel est le temps des technologies contemporaines? Ce sera ma dernière partie. Ce temps-là est vécu aujourd'hui sur le mode du malaise. On a déjà évoqué ce matin l'expérience du stress, etc. Et cette notion de malaise liée à un temps qui a l'air d'être pris de folie, hein, qui va trop vite, etc. C'était déjà le temps que Marx, en 1848, j'insiste là-dessus, parce que c'est une analyse extrêmement percutante dans le manifeste du Parti communiste, cette phrase très très célèbre: « All that is solid melts into the air, all that is sacred is profane ». C'est-à-dire qu'il y a une instabilité chronique liée au capitalisme industriel. Et le capitalisme a besoin de cette instabilité chronique. Il ne peut pas s'en passer. Il faut sans arrêt que ça change, il faut sans arrêt qu'on innove, il faut sans arrêt que les produits soient obsolètes pour qu'il y en ait d'autres, etc., etc. Donc cette instabilité chronique brise la continuité entre passé, présent et futur, d'où cette expérience d'un estrangement du futur, c'est-à-dire le futur nous devient complètement étranger. C'est une aliénation, une expérience profonde d'aliénation qui a été très très bien exprimée par des analystes du XXe siècle. Le livre qui fut un best-seller du futurologue Alvin Toffler, 1965. Quand j'ai retrouvé la date, j'étais impressionnée parce que je croyais que c'était beaucoup plus récent, mais ça date de 1965, Future Shock. L'expression Future Shock, qui a été modelée sur l'expression de Cultural Shock, montre à quel point le futur est devenu complètement autre, étranger. Et c'est ce qu'on appelle le choc des générations, hein, le conflit des générations, etc. Et Margaret Mead a aussi beaucoup commenté cette expérience profonde du futur qui nous échappe. Hein. Le futur des enfants est incompréhensible pour les parents. Hein. Il y a aussi cette fameuse remarque de Michel Serres qui disait que autant la science, c'est ce que les parents apprennent aux enfants, ou les vieux aux jeunes, autant la technique, c'est ce que les jeunes apprennent aux vieux, hein, ou les enfants aux parents. Donc, c'est ça, cette expérience de l'étrangement. C'est pour ça que je pense que la notion de temps universel que j'ai caractérisée tout à l'heure, qui était si puissante pour la science, ne me paraît pas adéquate et performante pour penser le monde des techniques. Le diagnostic, on l'a évoqué déjà ce matin lors de votre intervention. Le diagnostic, c'est celui d'Armut Rosa, sociologue critique de l'école de Francfort, qui a, dans ce livre Accélération,
identifier le diagnostic, c'est qu'il y a une crise du temps. Notre époque connaît une crise du temps. C'est-à-dire qu'elle est prise dans une triple accélération, l'accélération technique que j'ai évoquée, des changements sociaux, une instabilité sociale, des régimes sociaux, ainsi que l'instabilité du rythme de vie qui se traduit par l'expérience de l'angoisse, du stress, du burn-out, blablabla. Donc, le paradoxe, c'est que c'est ça que décrit très bien Hartmut Rosa, la technique moderne qui était, paraît-il, censée nous libérer du temps, hein, et nous laisser plus de loisirs, se retourne en son contraire, puisque nous manquons toujours de temps. Et donc, d'où l'expérience de la frustration. Le monde entier nous est offert en une seconde ou à quelques heures d'avion, et nous n'avons jamais le temps d'en jouir. Donc, c'est cette expérience qu'il appelle la crise du temps et la régularité de l'enchaînement du passé, présent, futur est brisée. Elle nous échappe. D'où ce mouvement que je crois Léo évoquait à la fin de la matinée, tous ces appels au ralentissement. Tous ces appels au ralentissement, le succès, avez-vous enregistré le succès des mouvements slow, hein. Ça a commencé par les slow food dans les années 1980 et ça s'est étendu à slow city, slow travel, slow design, slow money, slow school, slow books, slow science même. C'est-à-dire un mouvement de révolte, d'indignation contre ce qui nous est imposé, c'est-à-dire que cette expérience du temps accéléré est perçue comme nous étant imposée et on ne la maîtrise pas. Et voilà. Donc c'est ce qu'il appelle la crise du temps. Et la réponse ralentissons est assez commune et je la crois parfaitement inadéquate. Quels sont les types de réponses qu'on peut envisager face à cette crise du temps? Et est-ce que d'abord le diagnostic de crise du temps est le bon diagnostic? Je ne le crois pas. Je crois que c'est un diagnostic qui est un peu limité. Et voilà, quels sont les types d'attitudes qui sont les plus répandues aujourd'hui? J'ai oublié le ralentissement, mais je l'ai déjà évoqué. L'autre, c'est l'anticipation. L'anticipation au sens traditionnel, qui est l'anticipation comme maîtrise. Hein, comme maîtrise, ce qui me permet, non pas au sens de la prospective que Georges Amar définissait ce matin, mais l'anticipation au sens traditionnel, c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans la flèche du temps. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser le futur, et pour maîtriser le futur, eh bien, c'est une des conceptions, en tout cas, de l'anticipation, se projeter dans le futur. Et elle se fonde sur cette vision linéaire du temps. Et à cet égard-là, elle a fait ses preuves. N'oubliez pas que les études du futur, ce sont les future studies, se sont développées à partir des années 40, hein, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, puis de la guerre froide, hein, avec la Rand Corporation notamment, qui a mis à disposition justement des outils d'anticipation du futur. Et ce qui me paraît important, c'est de voir dans quel régime d'historicité s'inscrit ce type de pratique du futur. C'est un type de pratique de l'anticipation qui vise à déterminer l'action présente. C'est-à-dire que la représentation du futur est un instrument de décision au service du présent, de l'action présente. Donc, c'est bien un mouvement qui va du futur vers le présent. Et cette notion-là est quelque chose qui conduit à ce que Barbara Adam appelle le future traversed, c'est-à-dire que le futur est colonisé
J'ai beaucoup étudié personnellement les nanotechnologies, et si vous regardez ce qu'on appelle la responsabilité, les nanotechnologies responsables, ce que fait par exemple le Center for Responsible Nanotechnology, eh bien, ça consiste à anticiper avec des feuilles de route qui ne laissent aucune place à l'incertitude, qui interdisent toute bifurcation. C'est-à-dire que l'anticipation, dans ce cas-là, elle vise à planifier le futur. Je veux dire que l'exercice ne consiste pas à dire si on fabrique des nanorobots, alors on pourra, mais l'exercice dit quand on aura des armées de nanorobots, alors il se passera. C'est ça qui est très performatif. Et alors il faudra. Ce n'est pas alors on pourra, c'est alors il faudra. Donc cette méthode consiste en fait à exclure toute alternative, à imposer une feuille de route, à aplanir la voie pour préparer l'opinion publique. Et elle s'inspire en la vie. Cette anticipation, comme vous le voyez, n'est pas le signe d'une attention au futur, c'est plutôt le signe d'une attention au présent et une volonté d'éterniser le présent d'une certaine façon, c'est-à-dire d'imposer nos normes et nos désirs sur les générations futures. Ça n'est pas du tout une exception au présentisme que décrivait Hartog. Et cette vision linéaire du temps qui inspire ce type-là d'anticipation, je ne prétends pas que c'est toutes les anticipations, mais qui inspire ce type-là d'anticipation, me paraît aller à contre-courant de ce que révèle aujourd'hui l'Anthropocène, ou plutôt cette vision linéaire du temps, avec ces échelles de temps que j'ai évoquées tout à l'heure, qui permettent de situer le temps individuel dans le temps historique, dans le temps préhistorique et dans le temps biologique, le temps géologique et le temps cosmique. Eh bien, cette confiance dans le temps linéaire vectorisé est un peu ébranlée aujourd'hui avec le fameux concept d'anthropocène, qui montre que, justement, il y a un brouillage des échelles de temps. Quand l'action humaine, depuis 200 ans de révolution industrielle, parvient à épuiser les ressources fossiles qui ont mis des centaines de milliers d'années à s'assembler dans les sous-sols et libère dans l'atmosphère des quantités de CO2 etc., etc. Donc, il y a un brouillage de l'échelle du temps. Il y a un brouillage de l'échelle du temps qui est interprété comme une accélération, et qui d'ailleurs alimente encore les slow movements. Et ce brouillage des échelles de temps, des puissances de 10, me paraît en réalité non pas alimenter un appel au ralentissement, mais être le signe de quelque chose qui avait déjà été manifesté par les activistes des mouvements environnementalistes, qui est le clash des temporalités. Si vous vous rappelez encore un best-seller des années 70, Barry Commoner, qui est devenu un homme politique après, a publié ce livre, je ne sais pas comment il a été traduit en français, Closing the Circle, Man, Technology and Nature. Et le diagnostic de Barry Commoner n'était pas « il y a accélération, il faut ralentir ». Le diagnostic de Barry Commoner était qu'il y a un clash entre le temps technologique et le temps de la nature. C'est-à-dire que les cycles écologiques ne rentrent pas bien dans le cadre de l'expérience humaine à l'âge de la technologie, où la machine A conduit toujours au produit B, et le produit B, une fois utilisé, est jeté, n'ayant plus de sens, de signification pour la machine, le produit ou l'usager. C'est-à-dire que le divorce entre le temps linéaire de la technologie et le temps cyclique de la nature n'est pas une question de... Le malaise n'est pas une question de tempo, ce n'est pas une question de cinétique. C'est une question de conflit des figures du temps.
il y a conflit entre le temps linéaire et le temps cyclique. C'est une question de signification. Dans le temps linéaire, le produit, une fois usagé, est jeté. L'âge des plastiques a été l'acmé de ce mouvement, avec des produits qui sont pour un seul usage et après jetables. Et personne ne s'occupe de savoir ce qu'ils deviennent une fois qu'on les a jetés. C'est-à-dire qu'il y a un centrage tel sur le moment présent que les choses n'ont plus de sens. Exactement comme le caput mortuum des alchimistes qui n'accordaient aucun sens à ce qui restait au fond de la fiole, eh bien, le déchet n'a pas de sens. Tandis que dans la nature, il n'y a pas de déchet. Dans la nature, tout déchet rentre dans un nouveau cycle. Il est la nourriture de notre espèce et où il est recyclé, etc. C'est-à-dire que cette perte de sens des objets après leur usage technique n'existe pas. Et d'où cette alerte sur le clash des temporalités est à l'origine de tout le mouvement d'écologie industrielle et de tous les appels aujourd'hui à l'innovation qui prend en charge le cycle de vie des objets, c'est-à-dire les appels à penser en cycle. Ces appels à penser en cycle, from cradle to grave, puis après from cradle to cradle, c'est aussi l'origine du succès actuel du biomimétisme. Le biomimétisme, précisément, ça consiste à imiter ce qui se passe dans le monde vivant où il n'y a pas de déchets. C'est-à-dire à imiter ce qui se passe dans le monde vivant où on est toujours dans le renouvelable. Et on est toujours dans le... C'est pourquoi la biologie de synthèse va fabriquer des biofuels parce que les ressources fossiles, elles, sont épuisées. Donc, on va piocher directement à la source pure. Et tout le système c'est aussi le principe de l'écomimétisme, c'est-à-dire de ce type d'agriculture qui se met en place et qui essaye d'éliminer les engrais ou les pesticides chimiques et à utiliser ce qui se passe dans les écosystèmes et à regarder comment les écosystèmes eux-mêmes perdurent et se transforment, et en les imitant pour faire une agriculture durable. Voilà, c'est tout le principe de la bioéconomie aussi qui est fortement investi d'ailleurs par un nouveau capitalisme qui s'appelle le biocapitalisme, le bio étant aujourd'hui la source principale de la valeur ajoutée. Donc, vous voyez que ce mouvement, ce clash des temporalités fait qu'on découvre que dans les technologies contemporaines, le temps linéaire de la science et de la technique, qui a été patiemment construit au fil des siècles, n'est pas le seul à prendre en compte. On l'a déjà découvert. On l'a déjà découvert et je pense qu'il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin. La troisième réponse, c'est la polychronie, la multitemporalité. Canguilhem, dès 1959, avait, dans un petit article qui est paru dans les études d'histoire et de philosophie des sciences, l'invention technique s'inscrit désormais dans le temps technique qui est affolement et discontinuité, en dehors du temps biologique qui est maturation et durée. C'était encore une illustration du clash de deux temporalités, c'est-à-dire le temps du vivant, qui est cyclique, et le temps de la science qui est linéaire, ou de la science et de la technique qui est linéaire. Et le problème, c'est que dès l'instant où on s'intéresse aux choses, j'ai évoqué tout à l'heure les déchets, les produits. Dès l'instant où, au lieu de parler de la technique en général, on s'intéresse aux objets techniques
et à leur relation, à leur vie propre, à leur émergence et à leur durée, eh bien, à ce moment-là, 2 temps, ça ne suffit pas. 2 temps, ça ne suffit pas. Il n'y a pas d'un côté le temps des hommes, de l'autre côté le temps du monde. D'un côté le temps de la culture, de l'autre le temps de la nature. Il faut dépasser ce grand partage instauré par la modernité et il faut aller plus loin. Il y a des temps multiples qui prolifèrent. Chaque chose a son temps propre. Chaque chose a un temps propre, instaure un temps propre, fait advenir son temps propre dans l'univers. Prenez le carbone. On parle beaucoup aujourd'hui du cycle du carbone, mais il y a un cycle différent qui est le cycle de l'azote, un cycle différent qui est du méthane. Et ces cycles ne s'ajustent pas vraiment tous ensemble. Chaque élément du tableau périodique a ses propres cycles. Et chaque objet fabriqué à partir de ces éléments a aussi son propre cycle. Et pourquoi ? Mais parce que les choses ne sont pas des choses, au sens où ce ne sont pas des substances. Ce sont des processus. Elles adviennent et elles évoluent. Les choses sont des processus, ce sont des mouvements en marche. On parlait de la mobilité ce matin. Ce sont des choses en marche, ce sont des process. Il faut se défaire du concept de nature au sens de natura naturata et passer à la natura naturans, c'est-à-dire de choses qui sont en devenir. Toutes les choses sont en devenir, comme nous sommes en devenir. Et à chaque chose son temps propre, mieux. Chaque chose est un composite de plusieurs temps. Le carbone lui-même a au moins 3 cycles. Non seulement le cycle du carbone, qui est le cycle biologique à travers les végétaux et les animaux, les végétaux qui capturent le CO2 et les animaux qui en relâchent, mais il y a aussi le cycle géologique du carbone dans les océans et dans les sols. Et puis il y a aussi le cycle à l'échelle de 2 millions d'années, le cycle cosmique du carbone. Donc, le carbone lui-même, et comme le montre très bien David Archer dans un livre qui est une sorte de vulgarisation de la vie du carbone, eh bien, ces cycles ont des effets antagonistes et contradictoires. Les uns sont thermostats et servent à réguler le climat, les autres, au contraire, perturbent le climat. Donc, il y a des cycles, même une seule chose, aussi simple, élémentaire, c'est le cas de le dire, que le carbone a plusieurs temps et plusieurs cycles. Nous-mêmes vivants, notre chronobiologie est un composite de plusieurs temps. Le temps, le rythme circadien, le rythme menstruel, le rythme saisonnier, etc. Et le temps social qui nous traverse également. Donc nous sommes, et quand vous souffrez de jet lag, vous savez quel est le conflit de tous ces temps. Donc il y a des conflits de temporalité dans la vie non seulement des êtres vivants, mais dans la vie des artefacts aussi et la vie des choses. Et donc, c'est cette notion de temps multiple, ce monde polychronique qu'il nous faut aujourd'hui affronter. Il est temps de passer du time scales, c'est-à-dire du temps linéaire avec les puissances de 10 de la ligne chronologique depuis l'origine du Big Bang jusqu'au transhumain. Il est temps de quitter le time scales pour la notion de timescape. Pourquoi ? Le paysage de temps, c'est bien quelque chose qui est un composite, un assemblage de temps hétérogènes. Il y a plusieurs temps, un paysage est fait d'êtres différents qui s'agencent de manière plus ou moins harmonieuse ou plus ou moins conflictuelle. Et composer des paysages de temps,
C'est ça le grand défi aujourd'hui, me semble-t-il, de la technique et du monde dans lequel va se développer cette technique. Donc, retour vers l'éthique. Le temps linéaire, celui de l'anticipation, engendrait une éthique de la responsabilité. Le fameux slogan « Responsible Research and Innovation », ça s'inscrit dans un temps linéaire, avec cet idéal moderne qui était l'idéal de maîtrise. Même s'il y a place aujourd'hui pour d'autres formes d'anticipation. Et l'idée de deux temps, du clash de deux temporalités, le temps linéaire et le temps cyclique, a déjà produit un décentrement depuis l'anthropocentrisme de l'homme, maître et possesseur de la nature, vers une attention à la nature. Je prends comme exemple le titre du dernier livre de Raphaël et Catherine Larère, « Penser et agir avec la nature ». Voilà. Ça, c'est typique du clash des temporalités, c'est-à-dire c'est une éthique de la réconciliation avec la nature. Et à travers les techniques, il s'agit de se réconcilier avec la nature. Et puis, il y a une troisième figure qui me paraît être aujourd'hui à affronter. On n'a pas les outils conceptuels encore pour l'affronter, et il va falloir les forger si on veut faire face au réchauffement climatique, à l'anthropocène, etc. C'est une éthique de l'attention à la propension des choses. Et je prends cette expression, la propension des choses, de François Julien, que vous connaissez sans doute, qui est un penseur, philosophe de la pensée chinoise. Si je peux dire, le passeur entre la métaphysique occidentale et la métaphysique chinoise, pour insister sur le fait que peut-être que notre métaphysique occidentale est à réviser. Peut-être que notre métaphysique du temps est à revoir, et il faut se décentrer aussi de notre concept de temps. Et en conclusion, je dirais que pour affronter les problèmes du changement climatique comme des technologies du vivant, eh bien, il ne faut pas se contenter des mots d'ordre comme Responsible Research and Innovation, Slow Living ou même décroissance. On est toujours dans le temps linéaire. Qu'on soit catastrophiste ou techno-optimiste, on est toujours dans le temps linéaire. Et on n'a rien, c'est un affrontement perpétuel qui ne débouchera sur rien. On appelle vraiment à un vis-à-vis de la métaphysique occidentale avec d'autres types de pensées, peut-être la pensée chinoise, peut-être la pensée fétichiste, je n'en sais rien. Mais il est très très important de s'interroger sur d'autres figures du possible du temps. Et ça appelle une révision de la flèche du temps. Le temps est à penser comme un agencement de multiplicité, des trajectoires multiples croisées, avec des rencontres qui peuvent être quelquefois catastrophistes. J'entends par là des trajectoires de temps qui provoquent un clash, le météorite qui frappe les dinosaures, ou la tuile que je prends sur la tête en passant dans la rue, ou qui peuvent être bénéfiques, comme le cas des symbiontes, ou voilà, avec des alliances possibles, etc. Mais c'est vraiment de tenir compte de cette polychronie. Je vous remercie de votre attention.